Elle représente seulement 4% de la population carcérale en France et 6,5% aux États-Unis. Ainsi, les femmes détenues ne sont pas assez entendues et le monde dans lequel elles vivent est souvent méconnu et ignoré. Une prison, c'est un établissement où sont détenues les personnes condamnées à une peine privative de liberté ou en instance de jugement. L'objectif principal de la prison est d'éviter la récidive en favorisant la réinsertion par le biais d'activités telles que le travail. Même si les femmes constituent une minorité, elles sont plus nombreuses que jamais. En effet, entre 2003 et 2013, leur effectif a augmenté de 135% en France. En France, on compte 2730 femmes détenues et 15 000 aux États-Unis. Malgré l'augmentation continue du nombre de détenus, le monde carcéral reste au banc de la société. Ainsi, la prison peut-elle remplir son objectif de réinsertion des détenus tout en restant à l'écart ? Afin de répondre à cette question, nous avons mené une enquête. À travers ce documentaire, nous souhaitons donc montrer en quoi les conditions d'incarcération sont inaptes à la réinsertion des femmes détenues, en s'appuyant sur le cas de la France et des États-Unis. La plus grande difficulté pour une femme en prison réside dans la capacité à garder des liens familiaux, notamment avec son ou ses enfants. En France, un enfant peut rester avec sa mère en prison jusqu'à ses 18 mois. Nous avons interviewé Valérie, une détenue qui souffre de l'absence de ses 2 enfants. Mon fils aîné a été placé dans un foyer séparé de sa sœur, qui est gardée par une assistante maternelle. Assumer mon rôle de mère, c'est pas une chose facile parce que je les vois seulement 2 fois par semaine pendant 45 minutes dans un parloir. Et en plus, leur père s'est volatilisé quand je suis entrée en prison. Du coup, je suis consciente qu'ils ressentent un véritable manque d'affection et je me trouve totalement impuissante face à ça. Certaines prisons essayent de favoriser le maintien des liens familiaux grâce à des services pénitentiaires, comme des unités de vie familiale qui imitent des petits salons. Mais ces aménagements sont malheureusement très rares. À leur sortie, les détenues ne peuvent pas toujours récupérer la garde de leur enfant. En effet, elles doivent trouver un logement et un travail stable pour y parvenir. Nous avons interrogé une juge d'application des peines sur les solutions possibles pour améliorer le maintien des liens familiaux. Personnellement, je pense qu'il serait judicieux de mettre en place un carnet de liaison qui ferait le lien entre la mère détenue, ses enfants, l'école et le foyer ou la famille dans laquelle ils vivent. Ce carnet permettrait de mettre au courant la mère du suivi de son enfant. Ce qui marque le plus les détenus à leur arrivée en prison, c'est la dépersonnalisation dont elles font l'objet. L'étape de la fouille est particulièrement traumatisante, et le choc carcéral provoque chez certaines des dépressions ou des mutilations. Lift up your arms. Turn around. Squat. Spread your cheeks and cough. Seriously? De plus, le suivi individualisé est négligé à l'intérieur des prisons. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le SPIP, ne remplit pas son rôle dans la plupart des cas. Je suis détenue à Villepinte, une prison clairement surpeuplée, ce qui fait que le suivi individualisé est très mal organisé pour les détenus. Personnellement, l'année dernière, j'ai dû attendre plus de 3 mois pour avoir rendez-vous avec un psychologue alors que j'en avais vraiment besoin. Selon l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, les États membres doivent s'assurer que le prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine. Cependant, il arrive que des personnes atteintes de maladies mentales graves soient enfermées en prison sans pouvoir recevoir d'encadrement médical approprié. Au regard des droits de l'homme, cela constitue donc un traitement inhumain et dégradant. Les surveillants de prison sont souvent dépassés face aux comportements perturbateurs et aux troubles mentaux de certaines détenues. C'est pourquoi je pense qu'il faudrait mettre en place des formations pour le personnel pénitentiaire dans le domaine psychiatrique afin de les aider à gérer et comprendre ces détenus et ainsi améliorer leur équilibre personnel. Ce qu'on appelle la logique de guichet, qui consiste à distribuer des calmants et des anxiolytiques à tout va, ne remplacera jamais une relation patient-thérapeute.
Les activités de réinsertion par le travail sont diverses, mais peu efficaces. Le travail est principalement manuel et a plus pour vocation de les occuper plutôt que de les aider à se réinsérer dans la société. Travailler pour le service général, pour une entreprise privée ou pour la régie industrielle des établissements pénitentiaires, telles sont les activités proposées aux détenus. La rémunération peut aller jusqu'à seulement 300 € par mois, sachant que 10% du salaire est placé sur un compte qui indemnise les parties civiles et 10 autres pourcents sont placés sur un compte bloqué jusqu'à la libération de la détenue. Alors moi, avec 3 autres détenus, on coud des petits coussins contenant des billes parfumées. Mais on gagne un salaire dérisoire. Et en plus, si je suis malade, j'ai pas le droit à un arrêt maladie ou un préavis de licenciement. Et du coup, j'ai vraiment l'impression d'être exploitée par l'entreprise qui m'emploie. Les détenus ont la possibilité de faire une formation professionnelle avec le CNED ou de préparer un diplôme, mais elles doivent en payer les frais et avoir l'autorisation du chef d'établissement. Tout simplement, les travailleuses détenues devraient avoir les mêmes droits que les autres. À partir des années 1970 aux États-Unis, le slogan de Reagan « Get Tough on Crime » triomphe. Ainsi, le droit pénal américain est de plus en plus répressif, notamment avec la guerre contre la drogue et la politique de tolérance zéro. Le taux d'incarcération aux États-Unis, qui est déjà l'un des plus élevés dans les années 1970, quadruple en 15 ans. On passe ainsi de 240 000 détenus en 1975 à 2 millions en 2005. Nous avons interrogé une avocate américaine spécialisée dans la politique de tolérance zéro. The zero tolerance policy imposes automatic punishment for infractions of a stated rule with the intention of eliminating undesirable conduct. This theory is based on two principles. The first one says that you have to immediately punish the person found responsible of an infraction to the law, otherwise he might backslide. The second one says that if the offender isn't condemned for every single infraction with all the severity the law authorizes, he might progressively go from delinquency to criminal acts. Opponents say that such a policy doesn't work because it consolidates the exclusion of people and violence is still rising. Moreover, they say that it might lead to unreasonably harsh penalties for crimes that may not warrant such penalties in reality. Cette politique extrêmement répressive conduit à la surpopulation dans les prisons, ce qui nous mène à un autre problème, l'incubation massive de maladies infectieuses graves. A lot of inmates getting out of prison are infected by hepatitis C or HIV/AIDS. This is due to risky behaviors like unprotected sex, tattoos, piercings, or use of illicit drugs. The health insurance in the United States is one of the main issues, and so is overpopulation. Le problème vient donc du manque de prévention des détenus sur les mécanismes élémentaires de transmission et sur la surpopulation grandissante des prisons, due aux États-Unis à une politique très restrictive. Nous avons vu que le but principal de la prison était de réinsérer les détenus dans la société tout en évitant la récidive. Mais comment cela se passe-t-il réellement pour une ex-prisonnière une fois dehors? Nous avons interrogé Stéphanie, une ex-détenue, qui a tenté de retrouver sa place dans la société et nous a fait part de son expérience. Quand je suis sortie de prison, on m'a donné 200 €, quelques vêtements, on m'a rendu mes affaires et c'était tout. Je suis arrivée dans un monde qui me paraissait inconnu, parce que seuls les détenus en liberté conditionnelle sont suivis par les SPIP. On estime le taux de récidive à 40% en France comme aux États-Unis. Cependant, on remarque que les détenus qui sont suivis par les SPIP se réinsèrent souvent mieux dans la société, motivés par un projet sur lequel elles ont travaillé et par la confiance qu'on leur accorde. En prison, on est éloigné de l'humain et ça vous rend solitaire et distant. Et j'ai du mal à investir émotionnellement maintenant et bon, j'ai appris la patience, à gérer mon temps, à reprendre du recul, mais parfois trop. La prison reste donc un monde à part sur le banc de la société. Cependant, nous pensons qu'il faut se préoccuper davantage du sort des détenus, car ces personnes se réinsèrent ensuite dans notre société et sont amenées à vivre avec nous. C'est un milieu dont peu de gens se soucient, c'est pourquoi très peu de changements sont effectués et les problèmes restent les mêmes. Liens familiaux difficiles à maintenir, dépersonnalisation et mauvais suivi des détenus, activités de réinsertion peu efficaces, politique trop répressive aux États-Unis et problèmes de santé. Tous ces éléments
mène à une réinsertion difficile qui explique le taux important de récidive. Ainsi, nous pouvons conclure en disant que les conditions d'incarcération sont inaptes à la réinsertion des femmes détenues, en France comme aux États-Unis. De nombreuses solutions sont à portée de main, il suffit maintenant d'agir. Cela nous amène sur un autre débat. L'emprisonnement doit-il rester la peine de référence ou faut-il considérer d'autres solutions, comme le bracelet électronique ou les travaux d'intérêt généraux ?